à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. On est ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. Une actualité extrêmement chargée ce matin. On commence tout de suite par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril Amar, bonjour. Les quotidiens israéliens reviennent très largement ce matin sur la condamnation d'Ehud Olmert pour corruption. Et oui, la condamnation, Barbara, c'est justement le titre choisi ce matin en une par nos confrères du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot qui, tenez-vous bien, consacre ce matin à l'affaire pas moins de 30 pages, photos, croquis, explicatifs et évidemment pléthore de commentaires. Alors l'image d'Ehud Olmert anxieux au tribunal, on la retrouve également en une du quotidien centriste Maariv. La condamnation est sans équivoque. Pour construire le gigantesque complexe immobilier Holy Land, le promoteur a bel et bien acheté les services d'Ehud Olmert. Et puis, en une du journal gratuit Israël Hayom, la photo en filigrane de ce que les Hiérosolymitains ont baptisé la monstruosité architecturale pour laquelle Olmert a reçu des pots de vin, des malversations qui, selon le journal, placent désormais l'ex-premier ministre dans l'opprobre, car c'est la première fois, souligne le journal, la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un ancien chef de l'exécutif risque désormais la prison. Alors, beaucoup plus sobre, le journal de gauche Haaretz rappelle de son côté que le tribunal de Tel Aviv a également condamné d'autres personnalités publiques comme l'ancien maire ultra-orthodoxe de Jérusalem, Ori Lupoliansky, ou encore l'ex-président de la banque Hapoalim, Dan Dankner. Et dans les journaux, Cyril, c'est un véritable concert d'édito avec souvent des sonorités dissonantes. Oui, chacun y va de son commentaire. Vous allez le voir, le portrait d'Ehud Olmert, tel qu'il a été dépeint hier sous la plume du juge Rosen, n'est autre que celui d'un chef d'une association de malfaiteurs. Ces mots tendres et cinglants, c'est Dan Margalit qui les écrit ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Des mots durs qui n'ont d'égal que ceux d'Avihad Hakohen, son confrère dans le même journal, qui affirme qu'Olmert s'est rendu coupable d'un crime infamant, un crime qui porte un coup de grâce aux velléités de l'ex-premier ministre de faire un jour son retour à la vie politique israélienne. L'occasion pour le quotidien Israël Hayom de rappeler notamment l'ascension et la chute météorique d'Ehud Olmert. Devenu député à l'âge de 28 ans, Ehud Olmert avait succédé à Ariel Sharon en 2006 au poste de Premier ministre et il ne cachait pas ses ambitions de revenir aux affaires. Mais hier, Olmert est tombé de haut, de très haut d'ailleurs. Il est croqué ici sur le Yediot Aharonot par le caricaturiste Yotam Fishbein. L'ex-premier ministre aura sans doute du mal à s'en relever selon le dessinateur de presse. Et puis dans un article intitulé « Les caisses noires de l'architecte de la Seconde Guerre du Liban », c'est l'expert militaire du journal Haaretz, Amos Harel, qui se demande ce qu'auraient pensé d'Ehud Olmert les victimes israéliennes de la Seconde Guerre du Liban si seulement ils avaient eu connaissance des pratiques frauduleuses de celui qui les a envoyés au front. Un premier ministre qui recevait des pots de vin à la mairie de Jérusalem alors que des dizaines d'Israéliens perdaient la vie dans les attentats kamikazes de la capitale israélienne, c'était pendant la seconde intifada. Et puis autre son de cloche dissonant, cette fois-ci dans le même journal, celui de Yossi Werther. Il n'est peut-être pas de bon ton de l'affirmer aujourd'hui, mais oui, il faut reconnaître qu'Ehud Olmert fut un bon Premier ministre, le meilleur peut-être qu'Israël n'ait jamais connu selon Yossi Werther, un Premier ministre qui a su prendre des décisions courageuses tant au plan sécuritaire qu'au plan politique. Et puis enfin ce commentaire de Ben Dror Yemini qui préfère voir la moitié de la coupe pleine dans le Maariv. Pour l'éditorialiste du journal de centre-droite, vous allez le voir, la condamnation d'Ehud Olmert prouve tout simplement qu'Israël est un État de droit et que les élites politiques ne sont pas au-dessus des lois. Voilà, on reviendra sur cette affaire Olmert dans la suite de cette édition. Et puis, autre titre, la une de l'actualité ce matin, c'est évidemment cette visite surprise de John Kerry. Il est arrivé hier soir à Jérusalem. Les journaux israéliens et palestiniens le relaient ce matin. Il est pour parler, pour sortir de l'impasse. Et oui, le secrétaire d'État américain qui s'est rendu hier soir donc en Israël pour tenter de débloquer les pourparlers entre Israéliens et Palestiniens qui sont dans l'impasse, comme vous l'avez dit. Alors pendant plus de 5 heures, Kerry s'est entretenu tard dans la nuit avec Binyamin Netanyahou, nous dit le Jérusalem Post, le quotidien israélien en langue anglaise. Et la clé de la sortie de crise pourrait bien s'appeler tout simplement Jonathan Pollard, selon la presse israélienne. Et selon le Haaretz, l'administration américaine envisageait même d'élargir l'espion israélien en échange de nouveaux gestes de bonne volonté qu'Israël serait appelé à consentir pour prolonger les négociations au-delà de la fameuse date butoir du 29 avril. Alors parmi ces gestes, Israël serait appelé notamment à libérer un nouveau contingent de 400 prisonniers, une liste sur laquelle pourrait bien figurer, selon le Yediot Aharonot, le nom de Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, c'est l'ancien chef des Tanzim du Fatah. Israël s'engagerait par ailleurs à
geler la construction hors des grands blocs d'implantation en Cisjordanie. Et de leur côté, les Palestiniens, selon la presse israélienne, s'engageraient à ne pas saisir les instances onusiennes et à poursuivre donc les pourparlers jusqu'à la fin de l'année 2014. Et il faut croire que Kerry et Netanyahou avaient des choses à se dire puisque, selon le journal pro-gouvernemental palestinien Al-Quds, la rencontre entre le secrétaire d'État américain et Mahmoud Abbas, qui devait avoir lieu hier soir, a été reportée contre toute attente. Voilà donc selon le journal palestinien. Et puisque Kerry ne s'est pas rendu à Ramallah, ce sont les négociateurs palestiniens qui sont allés à sa rencontre à Jérusalem. C'est une information de l'agence de presse Mahan qui nous annonce qu'une deuxième rencontre aujourd'hui est prévue entre Kerry et Netanyahou. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. 1er avril, voici les grands titres de l'actualité. 3 roquettes Grad ont été tirées ce matin sur la ville israélienne d'Elat. Le système de défense Dôme de Fer a été enclenché dans la ville balnéaire. 2 missiles auraient été interceptés. Les forces de sécurité chercheraient toujours le point d'impact de la 3e roquette. Et puis on l'a évoqué, le secrétaire d'État américain a donc repris ce lundi le chemin du Proche-Orient. Escale surprise à Jérusalem depuis hier soir. Objectif, tenter d'empêcher un effondrement des négociations de paix. Israël exige en effet une prolongation des pourparlers pour libérer le dernier contingent de prisonniers prévu. Les Palestiniens ont rejeté cette condition. John Kerry tente de trouver un nouvel accord qui remettrait les deux parties autour de la table. Et une des cartes que pourraient jouer les Américains, elle s'appelle Jonathan Pollard. Cet espion américano-israélien qui purge une peine à vie aux États-Unis pourrait être libéré en vertu d'un accord émergent pour sauver les pourparlers. C'est ce que rapporte en tout cas l'agence d'information Reuters, citant des sources proches des négociations. En France, la cérémonie de passation de pouvoir entre Jean-Marc Ayrault et son successeur Manuel Valls aura lieu aujourd'hui même. François Hollande a nommé hier le ministre de l'Intérieur au poste de Premier ministre. Au lendemain, je vous le rappelle, de la déroute subie par la majorité au second tour des municipales, la composition définitive du nouveau gouvernement n'est-elle pas encore connue ? Enfin, la crise ukrainienne est au menu de la réunion de l'OTAN. Aujourd'hui à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères vont se concerter sur la stratégie à adopter face à la Russie et examiner un renforcement de la présence de l'Alliance Atlantique dans l'Est de l'Europe. Donc le grand titre de cette matinée en Israël. John Kerry est arrivé par surprise hier soir à Jérusalem. Depuis, il a lancé un entretien marathon hier soir et ce matin encore avec Binyamin Netanyahou. On retrouve à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, vous êtes devant la résidence du Premier ministre. Est-ce qu'on sait ce que cherche à obtenir John Kerry de Binyamin Netanyahou pendant ces longues heures d'entretien ? Bien, écoutez, c'est peut-être dans ce bâtiment derrière moi, la présidence du Conseil, que doit se décider dans les prochaines heures le sort des négociations israélo-palestiniennes. Il faut savoir que les Palestiniens menacent en effet de faire voler en éclats ces négociations s'ils n'obtiennent pas satisfaction sur plusieurs points importants. Ils exigent la réalisation, la concrétisation de la 4e série de libération de prisonniers palestiniens, y compris les détenus qui sont de nationalité israélienne, les 14 détenus qui sont de nationalité israélienne, mais ils ont d'autres nouvelles exigences, comme par exemple le gel de la construction dans les implantations juives de Judée et de Samarie, et puis, si les négociations se poursuivent, une nouvelle série de libérations, et là on parle de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens qui pourraient être libérés. Alors c'est justement pour essayer de convaincre Binyamin Netanyahou de lâcher du lest un peu concernant ces exigences, ces nouvelles exigences palestiniennes que John Kerry a rencontré hier soir le Premier ministre israélien, qu'il doit le rencontrer encore une fois aujourd'hui. Il veut essayer de le convaincre d'aller de l'avant, de poursuivre les négociations. Il y a une menace donc de la part des Palestiniens si ces négociations, s'ils n'obtiennent pas satisfaction sur leurs exigences, eh bien les Palestiniens menacent tout simplement de faire voler en éclats les négociations et tout simplement d'aller à l'ONU et de réinstaurer, de reprendre leur initiative unilatérale en vue de la reconnaissance d'un État palestinien. Alors Daniel, vous l'avez dit, l'entretien a été coupé en deux. Il a eu lieu hier soir, il doit reprendre ce matin. Est-ce qu'on sait pourquoi, sur quel dossier ça coince? John Kerry n'arrive pas à convaincre Binyamin Netanyahou sur quel dossier?
Bien, tout simplement parce que Binyamin Netanyahou ne veut pas satisfaire à toutes ces nouvelles exigences des Palestiniens. Binyamin Netanyahou, dans une volonté de ne pas faire exploser les négociations, dans une volonté d'aller de l'avant, veut donner satisfaction au secrétaire d'État américain, mais il ne veut pas donner satisfaction sur tout. C'est-à-dire, par exemple, sur le point de la construction dans les implantations juives de Judée et Samarie. Binyamin Netanyahou pourrait accepter, il faut parler au conditionnel, pourrait accepter un gel partiel de la construction de certains bâtiments dans les implantations juives de Judée et Samarie, mais certainement pas un gel total. Il ne peut pas se le permettre dans le cadre de sa coalition et dans le cadre de son parti, le Likoud. Et alors, pour essayer justement donc d'atténuer l'opposition israélienne à ces exigences palestiniennes, le secrétaire d'État américain, John Kerry, essaye peut-être en ce moment même ou dans les prochaines minutes de convaincre Binyamin Netanyahou de céder en abattant un joker dont on a beaucoup parlé au cours des derniers mois, la libération possible donc de Jonathan Pollard, l'espion israélo-américain. Les choses ne sont pas très claires à ce sujet. À Washington, on affirme qu'il n'en est pas en question, mais il semblerait que cette carte pourrait être insérée dans cette phase des négociations, de cette phase délicate. On sait que John Kerry veut absolument que les négociations se poursuivent. Il a abandonné son projet, son souhait de conclure un accord commun entre Israéliens et Palestiniens pour la poursuite de la construction, mais il veut au moins qu'il y ait d'une certaine manière la possibilité de continuer les négociations, même si ce sont des négociations tripartites via les Américains. Eh bien, il veut que l'on puisse continuer à aller de l'avant au moins jusqu'à la fin de l'année 2014. Et ensuite, s'il n'obtient pas satisfaction, s'il n'y a pas d'accord, eh bien John Kerry pourra dire j'ai tout fait pour essayer de parvenir à un accord entre Israéliens et Palestiniens. Voilà, les prochaines heures vont donc être cruciales pour l'avenir de ces négociations de paix. Daniel Haïk en direct depuis la présidence du Conseil à Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Alors, Dror Ben-Sapir, bonjour. Notre analyste politique, vous êtes avec moi également sur ce plateau pour commenter cette visite surprise. Alors d'abord, sur Jonathan Pollard et cette libération, est-ce que c'est concret, est-ce que c'est réaliste ? Comme vient de le dire Daniel, on a du mal un petit peu à s'y retrouver, Barbara, parce qu'on a des informations contradictoires. L'éventualité d'une libération de Jonathan Pollard, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. On a commencé à en parler, vous vous en souvenez, il y a environ une dizaine de jours. À l'époque, il s'agissait plutôt d'une rumeur, et puis la rumeur s'est enflée. De plus en plus de sources parlaient de l'éventuelle libération de l'espion américano-israélien comme effectivement d'une carte qui pourrait débloquer la situation et qui pourrait faire en sorte que Israéliens et Palestiniens puissent continuer à négocier. Mais officiellement à Washington, on dit du bout des lèvres que c'est à l'étude. Mais pas de confirmation, et j'ai même entendu une source haut placée à Washington dire que les chances d'une libération de Jonathan Pollard étaient très faibles. Mais en quoi sa libération pourrait faire avancer le processus de paix ? Si Jonathan Pollard est libéré, Binyamin Netanyahou pourrait peut-être faire passer la pilule amère de nouvelles concessions israéliennes qui permettraient, par ricochet aux Palestiniens, de ne pas quitter la table des négociations. Et des nouvelles concessions israéliennes, ce serait, et là encore on en a parlé, des libérations supplémentaires au-delà. Des libérations qui sont déjà prévues, au-delà de cette 4e vague de libération qui n'a pas eu lieu, mais qui aura lieu. Et bien au-delà de ces 120 Palestiniens, si mes souvenirs sont bons, peut-être un peu plus, 120 Palestiniens qu'Israël s'est engagé à libérer dans le cadre de la relance des négociations de paix avec les Palestiniens, et bien Israël s'engagerait à libérer davantage de prisonniers palestiniens, des prisonniers palestiniens dont l'identité serait choisie par Israël. Et là, c'est important, parce que ça signifie bien évidemment qu'il ne s'agit pas de, selon l'expression consacrée, de terroristes qui ont du sang sur les mains, mais de prisonniers subalternes, peut-être de prisonniers qui sont sur le point de finir de purger leur peine. Et puis également, et ça aussi c'est à l'étude, un gel des constructions, mais un gel, comme Daniel Haïk vient de nous le dire, tout à fait partiel. Seules les implantations israéliennes isolées
seraient concernés par ce gel. Donc pas question de mettre un terme aux projets immobiliers dans ce que l'on appelle les grands blocs d'implantation, qui de toutes les manières sont censés à terme être annexés à Israël en contrepartie d'échanges territoriaux. Donc voilà, ce seraient les concessions. Quelque chose des concessions qui seraient exigées au nom des Palestiniens? Alors voilà, c'est la grande question, parce que dans cette affaire, qui fait des concessions? Eh bien, les Américains, en libérant éventuellement Jonathan Pollard, et les Israéliens avec des libérations supplémentaires d'une part, et peut-être aussi un gel tout à fait partiel des constructions dans les implantations de l'autre. La partie palestinienne, qui a augmenté ses exigences, eh bien, se verrait confortée dans cette posture, certains diraient de fermeté, d'autres d'intransigeance. Et c'est peut-être de mauvais augure pour la suite des négociations. Parce que si la partie palestinienne se voit confortée dans ses positions, eh bien peut-être qu'elle fera monter les enchères de plus en plus, qu'elle se montrera de plus en plus exigeante. Et là, bien évidemment, Barbara, c'est la recette pour un échec annoncé des pourparlers de paix. La carte Pollard, en un mot, ce qui est important, c'est que Benjamin Netanyahou sait très bien que le maillon faible de sa coalition gouvernementale, c'est le parti de Naftali Bennett, le foyer juif, qui est très proche du milieu des implantations, qui ne veut pas entendre parler de gel ni de libération supplémentaire. Mais par contre, c'est justement ce milieu-là, le milieu sioniste religieux, qui s'est le plus mobilisé en faveur de Jonathan Pollard. On est de retour sur le plateau du Morning. C'est une première pour un chef d'État de gouvernement en Israël. L'ex-premier ministre Ehud Olmert finira probablement derrière les barreaux. Il a été reconnu coupable hier de corruption pour un scandale immobilier à Jérusalem. Alors on récapitule l'affaire en images et on en parle juste après. Ehud Olmert reconnu coupable. Un tribunal a condamné l'ancien Premier ministre israélien dans l'affaire Holy Land ce lundi, une affaire de corruption décrite comme la plus grave de l'histoire d'Israël. Le scandale a éclaté il y a près de 4 ans. Les promoteurs du complexe immobilier Holy Land à Jérusalem auraient versé des centaines de milliers de shekels à plusieurs hauts fonctionnaires d'État entre 1994 et 2007. En échange, ceux-ci auraient fait usage de leur pouvoir pour faire avancer le projet. Raccourcissement des délais, exonération d'impôts, extension du permis de construire, la liste est longue, mais parmi les officiels soudoyés, le plus important reste Olmert, qui était maire de Jérusalem à l'époque. Les procureurs en charge de l'affaire se sont félicités de la décision de la Cour. Cette date est une étape majeure pour la vie publique israélienne. La Cour a déclaré haut et fort qu'il faut mettre fin à la corruption au sein du pouvoir. Le résultat et la décision de la Cour en sont la preuve. Le système immunitaire de la société israélienne est encore actif. La lutte contre la corruption exige une bataille de longue haleine et sans compromis. Une bataille qui, dans le cas d'Holy Land, était pleine de péripéties. Un témoin qui décède quelques heures après son témoignage, une alliée qui se retourne contre Olmert. Les rebondissements étaient nombreux. Du côté de la défense, l'avocat de l'ancien Premier ministre envisagerait la possibilité de faire appel. Il y avait 4 chefs d'accusation en tout. Il a été acquitté de 2 d'entre eux. Nous allons étudier cette très longue décision de justice et nous verrons quels seront nos arguments de défense après la condamnation. Nous envisagerons peut-être la possibilité de faire appel. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Mais ce n'est pas la première fois qu'Ehud Olmert se voit mêlé dans une affaire de pot de vin et corruption. Il avait déjà été reconnu coupable d'avoir favorisé un ex-associé alors qu'il occupait le poste de ministre du Commerce entre 2003 et 2006, mais n'avait été condamné qu'à une légère peine de prison avec sursis. Cette fois-ci, la justice israélienne risque d'être bien moins indulgente. Âgé de 68 ans, Ehud Olmert est l'un des hommes politiques les plus chevronnés d'Israël. Il accède au pouvoir en 2006 lorsqu'il succède à Ariel Sharon en tant que Premier ministre. Comparé à ce dernier, Olmert manquait de charisme et n'a pas été le Premier ministre le plus populaire en Israël. Sa chute commence en 2008 lorsque les accusations se multiplient et il abandonne ses fonctions. Olmert a depuis souhaité faire son retour parmi les leaders du pays, un retour qui semble de plus en plus écarté compte tenu de l'issue de l'affaire Holy Land. Celle-ci semble bien avoir mis un point final à sa carrière politique. Et on vous retrouve, Dror, pour commenter cette affaire. Alors, un Premier ministre condamné en Israël, c'est inédit. C'est bien évidemment inédit. On a eu un président condamné pour une toute autre affaire, une affaire de viol, et qui purge actuellement une peine de prison, une longue peine de prison. Il a été condamné à 7 ans de prison ferme. Il s'agit bien évidemment de Moshe Katsav. Et là, un ancien Premier ministre. Alors,
On peut interpréter cette décision de justice de différentes manières. Lorsqu'on s'intéresse à la démocratie israélienne, on peut s'inquiéter du fait que la corruption touche les plus hautes sphères du pouvoir. Il y a peut-être d'autres affaires que l'on ignore et on sait à quel point, par exemple, au niveau local, puisque cette affaire de corruption remonte à l'époque, au début des années 2000, où Ehud Olmert était maire de Jérusalem. On sait à quel point les relations sont parfois troubles entre les promoteurs immobiliers et les maires et les dirigeants de conseils locaux. Peut-être qu'à d'autres niveaux également, on a des affaires semblables. Mais on peut également se réjouir, Barbara, du fait que la démocratie israélienne, que le système judiciaire israélien ne recule pas lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux plus puissants, et notamment aux anciens présidents et aux anciens premiers ministres. Dans d'autres démocraties, les différents systèmes judiciaires, notamment dans des pays que l'on connaît bien, Barbara, vous et moi, les systèmes judiciaires sont beaucoup plus réticents à s'attaquer aux plus hauts personnages de l'État, et c'est pas le cas en Israël. Alors on parle, pour qualifier cette affaire de plus grand scandale jamais dévoilé en Israël, on imagine que la peine sera lourde. Il est très très probable, Barbara, qu'Ehud Olmert soit condamné à une peine de prison ferme. On s'attend à ce que le parquet demande à ce qu'il soit condamné à une peine d'au moins 1 an de prison ferme. La peine maximale pour ce genre de cas est de 7 ans. On peut imaginer effectivement que le parquet demande une condamnation d'1 an, peut-être davantage de prison, et ce serait une fin assez terrible pour Ehud Olmert, qui a une carrière politique tout à fait extraordinaire. Voilà, c'est sûr qu'un retour en politique est inenvisageable. C'est une carrière politique assez remarquable qu'il a eu, Ehud Olmert. Assez remarquable, et vous savez, on a tendance à l'oublier, et aujourd'hui ça prend une dimension tout à fait ironique, mais lorsqu'Ehud Olmert a fait ses premiers pas en politique, il était l'un des plus jeunes députés de la Knesset, ce qu'on appelait à l'époque les princes du Likoud. Pourquoi les princes du Likoud ? Parce que c'était toute une génération d'hommes politiques, Benny Begin, Dan Meridor, Binyamin Netanyahou lui-même, dans une moindre mesure, Ronnie Milo, dont les pères, dont les parents, Limor Livnat également, étaient la vieille garde de la droite israélienne qui entourait Menachem Begin, les fondateurs du Khérout de la droite israélienne. Le père de Ehud Olmert a également siégé à la Knesset dans les années 50. Et Ehud Olmert, lorsqu'il a commencé sa carrière politique, il avait une réputation justifiée à l'époque de chevalier blanc de la lutte contre quoi, Barbara ? Contre la corruption. Et il était un homme politique particulièrement courageux. Il avait fait preuve de beaucoup de courage dans la lutte contre la mafia israélienne. Et là, on a une lente dégradation. Et puis, ce qui est intéressant aussi à relever, c'est qu'il a été, pendant une certaine période, le chouchou alors qu'il venait de la droite la plus radicale, la plus dure. Il a évolué idéologiquement. Il a été l'un des premiers ministres, avec Ehud Barak, qui ont le plus proposé en termes de compromis territoriaux aux Palestiniens. Les Palestiniens n'ont pas répondu de la manière dont Ehud Olmert espérait, mais en tout cas, il était prêt, il était disposé, Ehud Olmert, à aller très loin pour obtenir un accord de paix avec les Palestiniens. Il était devenu, de ce fait-là, le chouchou d'une certaine gauche en Israël qui préférait fermer les yeux sur les soupçons de corruption qui étaient avant même les décisions de justice. Alors, pour finir, Dror, très rapidement, est-ce que la chute de cet ancien Premier ministre va avoir des conséquences politiques concrètes aujourd'hui en Israël ? Écoutez, Ehud Olmert caressait l'espoir d'un retour à la vie politique. Il pensait véritablement qu'il pouvait s'en sortir, qu'il pouvait se sortir à bon compte des diverses affaires, parce qu'il n'y a pas celle de Liland. Ses espoirs sont bien évidemment réduits à néant. Un autre pas homme politique, une autre personnalité, une personnalité israélienne qui pouvait peut-être, du fait de sa popularité, menacer Binyamin Netanyahou et prétendre aux plus hautes fonctions. L'ancien chef d'état-major de l'armée, Gabi Ashkenazi, est lui aussi écarté de la vie politique du fait d'une autre affaire. Il n'a pas encore été condamné, il n'a pas encore été reconnu coupable, mais il est mêlé à une autre affaire, l'affaire Arpaz. On n'a pas le temps de s'y attarder. En tout cas, les deux personnalités qui pouvaient peut-être prétendre aux plus hautes fonctions et qui avaient la crédibilité pour le faire, Ehud Olmert et Gabi Ashkenazi, sont écartés. Bien évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Binyamin Netanyahou. Il reste peut-être Avigdor Lieberman, enfin en tout cas l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Dror. Mardi 1er avril, voici les grands titres de l'actualité. Le secrétaire d'État américain a repris le chemin du Proche-Orient, escale surprise à Jérusalem depuis hier soir pour John Kerry. Objectif tenter d'empêcher un effondrement des négociations de paix.
Et une des cartes que pourraient jouer les Américains s'appelle Jonathan Pollard. Cet espion américano-israélien qui purge une peine à vie aux États-Unis pourrait être libéré en vertu d'un accord émergent pour sauver les pourparlers. En France, la cérémonie de passation de pouvoir entre Jean-Marc Ayrault et son successeur Manuel Valls aura lieu aujourd'hui. François Hollande a nommé hier le ministre de l'Intérieur au poste de Premier ministre au lendemain de la déroute subie par la majorité au second tour des municipales. Enfin, la crise ukrainienne est au menu de la réunion de l'OTAN à Bruxelles. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères vont se concerter sur la stratégie à adopter face à Moscou et examiner un renforcement de la présence de l'Alliance Atlantique dans l'Est de l'Europe. En France, le Parti socialiste traverse peut-être la pire crise de son histoire. Alors François Hollande tente avec un remaniement de sauver la situation. Aujourd'hui aura lieu donc la passation de pouvoir à Matignon. Manuel Valls a été nommé Premier ministre. Betsabé Salem, bonjour. Que sait-on de cet homme? Bonjour Barbara, alors il a 51 ans, on sait qu'il est d'origine espagnole. Manuel Valls est un homme ambitieux, franc, populaire. Ceci expliquant cela, j'entends par là que François Hollande a bien sûr nommé Valls comme Premier ministre pour se sauver des eaux houleuses de ce scrutin de dimanche, les municipales. Le portrait en image, c'est tout de suite. Avec Manuel Valls à Matignon, François Hollande espère marquer les esprits et tourner une page. Car Manuel Valls, c'est l'audace à gauche, alors que Jean-Marc Ayrault incarnait la prudence. Un style musclé, parfois tranchant, qui passe bien. Il est aujourd'hui, à 51 ans, l'un des hommes politiques préférés des Français. Il débute sa carrière politique en 1988 avec Michel Rocard et fait une ascension fulgurante au sein du PS, malgré sa ligne parfois droitière, qui lui valent un certain nombre d'inimitiés sur l'aile du parti, au premier rang desquels Martine Aubry. Mais l'homme, souvent comparé à Nicolas Sarkozy, ne se laisse pas démonter pour autant. Élu maire d'Évry en 2001, puis député, il se lance en 2012 dans la primaire socialiste qu'il perd de très loin face à François Hollande, qu'il rallie dans la foulée et il fait une entrée fracassante place Beauvau. En premier flic de France, son énergie et sa poigne sont appréciés des Français qui lui pardonnent ses dérapages sur les Roms et ses démêlés avec la ministre de la Justice Christiane Taubira sur la réforme pénale. Il fait surtout l'unanimité quand il met en place des zones de sécurité prioritaires, promesse de campagne de François Hollande pour lutter contre la délinquance dans les quartiers sensibles. Énergie débordante, comme un certain Nicolas Sarkozy, il est doté d'une intuition politique certaine et d'un talent de communicant. Le couple qu'il forme avec la violoniste Anne Gravoin contribue à sa popularité, ainsi que ses origines espagnoles qu'il porte avec fierté. Voilà, et c'est la comparaison évidemment qui nous vient tous à l'esprit quand on voit ce portrait. C'est un Nicolas Sarkozy bis, Manuel Valls? Alors on verra si c'est un Nicolas Sarkozy bis. En tout cas, c'est comme ça, c'est à lui qu'il est comparé. Les deux hommes ont en commun, donc, outre ce caractère incombatif, l'ascension au pouvoir de Français qui sont issus de l'immigration. Nicolas Sarkozy, lui, est d'origine hongroise, vous le savez. D'ailleurs, Valls l'avait relevé directement sur un plateau de télévision. Il s'est adressé à Nicolas Sarkozy. Il avait remarqué que les deux hommes étaient d'origine d'origine espagnole et hongroise et que donc la République française leur avait donné quand même une chance inouïe. Est-ce qu'on peut dire que Manuel Valls sera un Premier ministre populaire? Alors, c'est le ministre en tout cas le plus populaire de gauche, une chute de plusieurs points, cela dit, une petite dizaine est à noter depuis l'affaire Dieudonné. Sa volonté de neutraliser l'humoriste a créé une certaine incompréhension chez les Français, notamment chez les jeunes. D'ailleurs, un sondage IFOP pour Paris Match publié le 14 janvier dernier enregistrait même une chute de 24 points chez les moins de 25 ans. Un mot de la presse française, comment cette nomination a été accueillie ce matin? Alors la presse française accueille dans son ensemble cette nomination avec une révérence aux qualités de Manuel Valls, mais aussi quelques doutes qui sont mis en exergue, comme le risque de créer des tensions au sein de la gauche, relève le quotidien Libération. Dans son édito, Éric de Coutty estime en effet que le président a tranché comme un chef, je cite, dans la stratégie présidentielle, dit-on, Valls incarne au fond la cohérence et le professionnalisme qui ont manqué jusque-là. C'est sympathique pour Jean-Marc Ayrault. Sauf que le choix présidentiel a un revers sérieux. Il court le risque de fissurer une majorité déjà vacillante et de braquer un peu plus l'aile gauche du Parti socialiste. Car Valls, eh bien, n'est pas du tout du goût de tout le monde à gauche. D'ailleurs, les ministres Cécile Duflot et Pascal Canfin ont quitté le gouvernement hier soir, comme il l'avait menacé. Alors,
Autre doute pointé du doigt par les Échos. Cette fois, Manuel Valls est un risque pour François Hollande parce que la preuve n'est pas faite qu'il sait avoir des résultats et mener des réformes. Alors malgré tout, le journal de droite salue un homme organisé, méthodique, travailleur et expert en communication, qui sait réagir et trouver les mots. Il l'a prouvé ces 2 dernières années au ministère de l'Intérieur. C'est signé Cécile Cornudet, qui est éditorialiste. Alors une chose est sûre, et ce chousse vers Matignon nous le prouve, il est fort ce Valls, les commentateurs de tous bords le reconnaissent, et c'est pour cette même raison qu'il risque bien de faire de l'ombre au président Hollande. C'est ce que souligne parmi tant d'autres Bruno Dive, éditorialiste au quotidien régional Sud-Ouest. En nommant Manuel Valls à Matignon, François Hollande prend un risque considérable pour son propre avenir politique, car deux choses l'une. Ou Valls réussit, et alors il devient un rival sérieux pour le président dans la perspective de 2017, ou alors il échoue, et c'est le quinquennat qui part à volo avec, au bout du chemin, une défaite inéluctable. L'éditorialiste de se demander tout fort, mais François Hollande avait-il vraiment le choix? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Un pari risqué donc pour François Hollande. On termine par un petit tour d'horizon de la presse internationale sur cette nomination. Alors rapidement, un mini tour d'horizon. On revient sur cette menace potentielle que représente Valls pour François Hollande. C'est ce que souligne par exemple The Daily Telegraph britannique de droite, qui souligne que Manuel Valls aurait bien plus de chances que son patron de remporter la prochaine présidentielle. Le journal ne l'invente pas, il s'est basé sur des sondages. On part pour l'Espagne où là, on met en avant bien sûr les origines de Manuel Valls, catalane. El Mundo, le quotidien de centre droit, se targue d'un Valls espagnol pour un gouvernement de combat. Donc on souligne son caractère espagnol et combatif. Le nouveau Premier ministre français, qui est né à Barcelone, faisait ainsi le premier titre de l'édito d'hier soir d'El Mundo. Chacun voit midi à sa porte, puisqu'en Italie, il est comparé à Matteo Renzi, le président du Conseil italien. Donc, la Repubblica le présente comme un homme qui suscite, je cite, des passions fortes, d'amour comme de haine. On est au cœur de l'Italie. Et que de nombreux commentateurs comparent à Matteo Renzi pour son attitude directe. D'ailleurs, vous noterez au passage, puisqu'on en parle, la légère ressemblance physique entre les deux hommes, entre Matteo Renzi. Alors, en Italie, on parle de Renzi Mania. Est-ce qu'on va parler bientôt de Valls Mania? On attend de voir. Merci beaucoup Betsabe, merci beaucoup Dror. À suivre, on part à la rencontre d'un chanteur palestinien qu'il faut absolument connaître. Rocker, il s'en prend à Israël, mais également à la société palestinienne. Le tout avec un humour cinglant. Vous verrez après un nouveau journal. D'être avec nous sur le plateau du Morning. On parle du climat à présent et l'ONU qui tire la sonnette d'alarme. Il s'agit d'un danger imminent pour la planète tout entière. C'est un rapport qui vient de sortir et il alerte sur les dangers croissants du changement climatique. Et l'ONU est très clair sur la question. C'est une histoire à deux fins possibles. Soit le monde choisit l'inaction, soit des mesures à prendre, mais tout de suite. Explication. Sécheresse, inondations, maladies, migration, le bilan est alarmant. Le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts de l'ONU sur l'évolution du climat, a rendu son rapport ce lundi, une synthèse de plus de 12 000 pages de diverses publications scientifiques. La conclusion est sans appel, il faut changer les habitudes et vite. Peut-être qu'il y a 30 ans, la génération précédente endommageait la Terre par ignorance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une excuse, nous savons. Nous avons les données nécessaires pour prendre des décisions. Il faut utiliser ces informations pour agir. Le GIEC évoque des risques élevés à très élevés pour l'ensemble de la planète. La température moyenne devrait augmenter d'environ 4 degrés d'ici la fin du siècle. Des dommages collatéraux sur l'environnement, mais aussi et surtout des conséquences graves sur l'économie mondiale. Si les problèmes ne sont pas traités à temps, les divers phénomènes liés au réchauffement climatique rendront la croissance mondiale plus lente, la réduction de la pauvreté plus difficile. Je crois qu'il faut discuter en permanence pour que les gens comprennent que le fait de s'attaquer aux problèmes de changement climatique permet aussi de construire des économies plus robustes. S'occuper des questions de climat ne doit pas être vu comme un poids pour l'économie, mais comme un moyen d'investir dans l'innovation et la créativité pour un futur plus dynamique.
Innovation et créativité, ce sont donc les deux mots d'ordre pour les décennies à venir. Le rapport du GIEC préconise plusieurs mesures, parmi elles, entre autres, le développement de nouveaux vaccins, l'installation de zones protégées, l'identification de groupes vulnérables ou encore la création de nouvelles pratiques agricoles. Autant de défis à relever pour les générations futures. De nouvelles négociations se tiendront à Lima fin 2014, avant le prochain grand rendez-vous mondial à Paris en 2015. Bonjour, Ethan Haddock, photojournaliste spécialiste en sciences de la Terre et de l'environnement. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on commence ce rapport avec vous. Quand l'ONU parle de faire un choix et agir tout de suite, est-ce que ce sont des mesures concrètes qu'on peut tous faire dans notre quotidien dès maintenant ? Alors dans notre quotidien, chacun, oui bien sûr, on a souvent parlé d'éco-citoyenneté, d'autoresponsabilité, mais soyons un peu plus sérieux que ça lorsque le GIEC aujourd'hui appelle à prendre des mesures, et je crois qu'on va revenir là-dessus, la spécificité de ce rapport, si on peut dire, avant que je revienne aux mesures et qui doit les prendre, elle n'est plus... il faut voir, le discours du GIEC a changé. Son diagnostic s'est durci, on le voit sur le deuxième volet de ce 5e rapport par rapport à celui de 2007. Et la spécificité, c'est que maintenant, on ne parle plus de prendre des mesures pour essayer de stopper ce processus de réchauffement, mais de mesures d'adaptation. C'est-à-dire qu'on pourrait presque croire qu'on a un peu presque baissé les bras. Est-ce qu'on y croit encore ? On parle d'adaptation, c'est-à-dire d'installation de systèmes d'alerte, d'abri contre les cyclones. On a vu ce qui s'est passé dernièrement, la puissance et l'intensité des cyclones. On l'a vu dernièrement avec le cyclone Haiyan aux Philippines, les inondations. On parle d'améliorer le stockage de l'eau, puisqu'on va sur une période de sécheresse de plus en plus intensive, de techniques d'irrigation, de se préparer, disons, à une nouvelle ère. Et c'est la spécificité, je crois, de ce rapport. On parle plus d'adaptation plutôt que de prendre des mesures pour endiguer le phénomène. Ethan Haddock, c'est que ce combat contre le réchauffement climatique, il est perdu, c'est trop tard ? Alors non, cette question, effectivement, non. Le GIEC ne dit pas qu'il est trop tard. Il est toujours temps de changer notre dépendance à l'énergie fossile et de la réduire, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On comprend bien qu'on est dans une optique de combustion de carburants fossiles et donc d'émissions de gaz à effet de serre, principalement de CO2, qui sont le facteur principal du réchauffement climatique. On peut toujours essayer de freiner et d'endiguer en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles. Mais je crois que ce rapport, sa spécificité, parle moins d'endiguer le phénomène et plus de s'adapter à ce qui nous attend. On voit déjà des zones côtières inondées, on parle déjà de migration d'animaux bien sûr, mais aussi d'hommes. On voit au Bangladesh ce qui se passe. On a vu les zones côtières françaises durement touchées cet hiver. Donc on parle aujourd'hui d'adaptation. L'homme doit s'adapter à une ère dans laquelle la Terre sera plus chaude, avec toutes les conséquences que cela a. Évidemment, il n'est pas trop tard. Est-ce que, Ethan Haddock, le vrai problème aujourd'hui encore, c'est la prise de conscience face à cette situation ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on a tous pris conscience. Le problème, c'est la réaction des États qui ne sont pas prêts aujourd'hui à prendre les mesures nécessaires. On voit un exemple. Regarde ce qui s'est passé après Fukushima. Fukushima a servi presque de prétexte, on va dire. Je ne veux pas pointer du doigt tel ou tel pays, mais regardez, l'Allemagne est retournée au charbon. On en voit des pays émergents aujourd'hui qui ne sont pas prêts à payer le prix de ce que nous, les pays occidentalisés, avons fait avec durant l'ère industrielle. Et eux veulent aussi bénéficier d'un développement, mais ce développement est très énergivore. Énergivore, ils n'ont pas forcément les moyens d'aller sur des types d'énergie propres ou la volonté. Et il s'agit de décisions politiques de pays aujourd'hui, de prendre des mesures, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Je crois qu'on n'est pas du tout encore dans cette optique-là. La Chine a aujourd'hui 1000 centrales à charbon. Regarde, les États-Unis n'ont même pas ratifié le protocole de Kyoto. Donc il s'agit de décisions politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de demander à chaque citoyen maintenant de venir moudre son café avec une énergie solaire chez lui. Non, je pense qu'il s'agit évidemment, on doit tous prendre conscience et faire pression sur nos politiques, sur les gens que nous avons mis au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Les politiques, on l'a compris, la conscience, mais ils ne veulent pas en payer le prix. Merci beaucoup, Ethan Haddock, d'avoir été avec nous ce matin.
Et nous sommes le mardi 1er avril, voici les grands titres à la une de l'actualité. Le secrétaire d'État américain a repris le chemin du Proche-Orient, escale surprise à Jérusalem depuis hier soir. Objectif, tenter d'empêcher un effondrement des négociations de paix. Et une des cartes que pourraient jouer les Américains s'appelle Jonathan Pollard. Cet espion américano-israélien qui purge une peine à vie aux États-Unis pourrait être libéré en vertu d'un accord émergent pour sauver les pourparlers. En France, la cérémonie de passation de pouvoir entre Jean-Marc Ayrault et son successeur Manuel Valls aura lieu aujourd'hui. François Hollande a nommé hier le ministre de l'Intérieur au poste de Premier ministre au lendemain de la déroute subie par la majorité au second tour des municipales. Enfin, la crise ukrainienne est au menu de la réunion de l'OTAN à Bruxelles. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères vont se concerter sur la stratégie à adopter face à la Russie et examiner un renforcement de la présence de l'Alliance Atlantique dans l'Est de l'Europe. Et on vous propose à présent une histoire hors du commun. Ils sont vietnamiens, ils fuient la guerre dans leur pays. Nous sommes en 77 et leur embarcation est sur le point de faire naufrage lorsqu'un cargo israélien passe dans ces eaux-là et les sauve, les ramène en Israël. Aujourd'hui, ils sont des Israéliens presque comme les autres. Regardez. À l'extérieur, je suis vietnamien, mais à l'intérieur, je suis israélien. Sans Israël, je serais encore en mer. Je serais mort, je me serais noyé en mer. Je ne sais pas où je serais maintenant. Nous étions 66 à bord. Nous n'avions pas assez de provisions. La mer était agitée et toute la famille, tous les enfants, nous avions tous très peur. Pas seulement les enfants, parce que nous étions en pleine tempête. Nous avons vu 3 bateaux passer, mais aucun d'entre eux ne s'est arrêté. Ils nous ont vus, mais ils ont poursuivi leur route. Et finalement, nous avons vu le Yuvali, un bateau israélien. Je naviguais à bord de l'Eshkol sur la ligne rejoignant Eilat au Japon. Il s'est avéré par la suite que mon frère travaillait sur la même ligne pour les frères Ofer à bord du Yuvali. C'est mon frère qui a fait ça. Il a vu des réfugiés appeler à l'aide et il les a récupérés. C'était la chose à faire. Nous savions que le bateau venait d'Israël. Ils nous ont demandé si nous voulions aller en Israël et nous avons dit oui. Nous ne savions pas ce qu'était Israël, quel genre de pays c'était. Nous ne savions rien. Le capitaine a contacté le Premier ministre Begin et il a accepté de nous accueillir en Israël. Le Premier ministre a accepté de nous donner la nationalité et de nous ramener en Israël. Le problème n'est pas de montrer l'exemple, il s'agit de sauver des vies. Pourquoi poser toutes ces questions aujourd'hui alors que des gens sont en plein océan? Si nous proposons aujourd'hui de ramener 300, 400 ou 500 réfugiés, nous leur sauvons la vie. Reportage que vous pouvez retrouver sur notre antenne en ce moment dans l'émission Reportage présentée par Stéphane Calvo. Vous pouvez le retrouver également sur notre site internet. C'est un reportage signé Nimrod Chanit pour i24 News. Et on part à présent à la rencontre d'un chanteur palestinien qu'il faut absolument connaître, rocker. Il s'en prend à Israël, mais également à la société palestinienne. Le tout avec un humour cinglant. Cyril Amar, qui est ce jeune homme? Un humour décapant de Johan Safadi. Il a fait le pari de ne pas plaire à tout le monde, tout comme son idole d'ailleurs, Kurt Cobain, qui cite fréquemment dans ses interviews et dont il vient de reprendre d'ailleurs le célèbre titre Dumb, qui vient d'adapter en arabe et que je vous propose tout de suite d'écouter avant de découvrir un petit peu plus cet artiste au parcours atypique. Écoutez-le, Johan Safadi. مش مثل الكل أنا بس بعرف أمثل لو غابت الشمس نوري بكفي خلص النهار أنا مش مضغوط بيقولوا عني أهبل بس أنا مبسوط أو مش مبسوط يمكن مبسوط أو مش مبسوط. Du rock,
Ça vous plaît? Ça me plaît. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, il est palestinien ou c'est un arabe israélien, juste pour qu'on Écoutez, vous comprenne? savez, les entités dans la région, Barbara, fussent-elles musicales, sont toujours sujettes à interprétation. Alors sur ses papiers, Johan Safadi est évidemment un arabe israélien. Il est né à Nazareth il y a un peu plus de 40 ans. À l'âge de 21 ans, il apprend à jouer de la guitare, du ukulélé, de l'harmonica. C'est un peu tardif d'ailleurs pour commencer à jouer de la musique. Mais bref, après avoir voyagé dans le monde pendant 3 ans, il revient s'installer en Israël, et plus précisément à Beersheva, dans la capitale du Negev, dans le sud d'Israël. Il étudie la philosophie et la littérature anglaise. Et là, il fonde avec des musiciens juifs israéliens le groupe Lances, qui signe le titre qu'on va écouter tout de suite aux sonorités 80s. Vous allez voir, avec beaucoup de basses, des basses très très fortes. Le titre s'appelle Al Roule, le monstre. Je vous propose d'écouter tout de suite, on en reparle après. Alors donc Johan Safadi, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Moi ça me plaît beaucoup. Arabe israélien, il est certainement dans ses papiers, mais en tout cas dans ses interviews, Johan Safadi, lui, il affirme être avant tout être un rocker palestinien. Dès lors que j'ai compris, dit-il, que pour la société israélienne j'étais transparent, invisible, alors j'ai décidé de m'adresser à un public palestinien et créer un rock audacieux et protestataire. Alors pour accomplir sa nouvelle mission musicale, Johan Safadi quitte Beersheva, il s'installe à Haïfa où il fonde, où dans un premier temps en 2012 il autoproduit un album solo à Nimrod, avant de créer un nouveau groupe, Fish Samak. Fish Samak, c'est un jeu de mots entre le mot samak qui en arabe signifie poisson et le mot fish, poisson en anglais évidemment, on l'aura compris, mais fish c'est aussi en arabe la négation. Fish Samak, comprenez donc, il n'y a pas de poisson. Et les musiciens de Fish Samak, eux, sont tous arabes israéliens par rapport ce qui dénote par rapport à son premier groupe, et ils se produisent en Israël, mais aussi dans les territoires palestiniens, à Ramallah, en Égypte également. Ils seront bientôt en tournée en Europe. Alors vous l'avez dit, ces textes s'en prennent évidemment à l'occupation, au racisme, aux checkpoints dans les territoires, mais il n'épargne pas non plus le monde arabe, la société palestinienne dans laquelle il évolue, et plus largement la société arabe, le statut de la femme notamment dans la société arabe, mais là aussi la critique des régimes totalitaires qui ont délaissé la cause palestinienne, des textes dont lourds de sens, mouillés d'acide, mais toujours avec beaucoup d'humour, et puis même dans les arrangements, il reprend beaucoup de musique traditionnelle palestinienne, aux côtés justement d'un rock novateur, d'un rock alternatif qui veut audacieux et protestataire, comme il a dit. Et puis alors, il n'a pas que des amis, hein, on l'a vu, et dans le monde arabe notamment, en 2012, alors qu'il interprète un titre qu'on va écouter, on va finir avec d'ailleurs, à Amman, il interprète un titre à Amman en Jordanie, il est arrêté pour insulte à la religion. Vous allez voir, écoutez le titre, il s'appelle « Pauvre mécréant ». Pas eu le temps beaucoup d'entendre. C'est dommage. Je vous propose d'aller le chercher sur Internet. On rappelle son nom. Alors, il s'appelle Johan Safadi et le titre s'appelle Pauvre mécréant. Merci beaucoup. Poor Infidels en anglais. Cyril Amar. On se retrouve après un nouveau journal. Bonjour Rudy. Bonjour Barbara. Bonjour Virginie. Bonjour Barbara. Comment ça va ce matin les amis? Très bien, et ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Avec le sourire, vraiment ça me fait plaisir. Voilà, une Virginie en pleine forme, ça fait du bien. On poursuit, Ça change. on poursuit cette édition avec l'actu sur Internet, la revue du web.
le web est en ébullition évidemment ce matin après la nomination de Manuel Valls au poste de Premier ministre en France. Ça a commencé même dans la journée, dès les premières rumeurs de la nomination de Manuel Valls à Matignon, plus le web s'enflammait et à la suite donc de la locution présidentielle officielle, les réactions étaient nombreuses, très nombreuses sur Twitter hier. Alors si certains sympathisants de droite et du centre étaient plutôt satisfaits de cette annonce, on lisait surtout beaucoup de réactions acides du côté de la gauche. Alors je vous éviterai les centaines de jeux de mots des internautes sur le nom Valls. La presse s'en chargera ce matin. Mais on l'a vu partout. On en aura. Valsé, enfin bon, voilà. Exactement. Merci Barbara, merci Barbara. Voilà, Valls envoie Valsé héros, etc. En tout cas, voilà, une petite compilation de tweets faite par le Huffington Post qui balaye un petit peu le sentiment général pour Lilian Lyod. Pas de doute, c'est une cohabitation. La droite a vraiment gagné dans ces élections. Pour Freud is Alive, lui, il reprend le vocabulaire d'une soirée électorale. Pour lui, la ville de Matignon passe à droite, nous dit-il. Dans la même veine, Constantin nous annonce que les obsèques du socialisme seront célébrées dans l'intimité. Ni fleurs, ni couronne. Beaucoup rappellent évidemment que Manuel Valls avait dit en 2008 que le Parti socialiste était daté et que cela ne signifiait plus rien. Il avait ajouté pour réellement être de gauche ensuite. Bon, alors les internautes ne s'arrêtent pas là, ils analysent, interprètent aussi le choix de François Hollande dans la personne de Manuel Valls. Oui, alors beaucoup disent que ce choix est illogique et ils pensent que François Hollande tourne définitivement le dos à la gauche de la gauche. Et parmi les tweets, une hypothèse intéressante, celle d'Amaury Coutancet. Pour lui, Hollande est malin, il va griller Valls pour 2017. Et puis pour faire plaisir à Virginie, je ne résiste pas au fameux jeu de mots. Il y en avait des très bons comme celui-ci. Pour y arriver, Valls a 1000 ans, ou encore dans le même domaine de la chanson, remaniement, Manu Reva, Hollande l'a fait. Et puis en ce 1er avril, la question du jour de Jonathan Goldberg, Valls va-t-il oser annoncer son gouvernement? Un premier rêverie. Pas mal. Ouais. Vous voulez chanter un peu une valse à 1000 ans, Manu Reva? Je vais éviter de chanter, mais vous êtes au courant qu'il va bientôt démissionner? Pardon. Qui ça? Poisson d'avril. Merci, voilà, merci. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Je pense que Dror a du souci à se faire. Dror Evensapir a du souci à se faire au niveau d'analyse politique. On parle ce matin également sur Internet des rumeurs qui circulent autour de Jonathan Pollard, c'est cet espion israélo-américain qui pourrait être libéré pour faire avancer le processus de paix. Oui, alors cette rumeur est commentée sur le net et avec beaucoup de distance. Alors pour Jeffrey Goldberg, relâcher Pollard n'aidera que Pollard tout simplement et ne fera en rien avancer le Moyen-Orient. Richard Vollner, lui, se demande qu'est-ce que les pourparlers israélo-palestiniens ont à voir avec Jonathan Pollard. David Eyrie, lui, se demande si cette libération est une manière pour les Américains de manipuler la politique israélienne. Et puis pour Seven, c'est plus clair, Jonathan Pollard doit être libéré, mais uniquement parce qu'il est injustement emprisonné. Puis j'ai trouvé sur le site officiel de soutien à Jonathan Pollard, qui est en 3 langues, cette caricature qui est tirée du J-Post. Pourquoi l'État juif, on demande pourquoi l'État juif libère des prisonniers et n'obtient pas la libération de Pollard en échange. Le personnage répond, ce n'est pas la même chose. Pollard, lui, n'a tué personne. Bon, et c'était un débat qui continuera de faire rage dans les jours qui viennent. On le suivra évidemment sur cette antenne. On parle d'autre chose, une carte interactive pour fainéants. Oui, alors je vous avais parlé de la carte interactive des meilleurs spots pour les toilettes dans le monde. Et bien ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter la Google Naps, c'est-à-dire la carte Google qui vous présente les meilleurs endroits au monde pour faire la sieste. Alors c'est Slate.fr qui nous en parle. L'idée, elle est simple, elle nous vient des Pays-Bas. La carte, elle répertorie pour vous les endroits les plus agréables et cool dans le monde pour faire une sieste bien méritée. Alors on y trouve les meilleurs lits et les bancs publics pour pouvoir se reposer. Alors j'ai jeté un coup d'œil côté Tel Aviv et surprise, bonne nouvelle pour toute l'équipe d'i24 News à moins de 300 mètres du studio, donc j'ai dessiné en rouge. Voilà, il y a un super poste pour faire la sieste face à la mer. Voilà, ça peut servir à toute l'équipe. Bon voilà, merci. Du morning, du surtout. renseignement. Vous n'avez rien trouvé dans la chaîne? Non. Ah, quel dommage. Mais on va vérifier ça, Virginie et moi, après l'émission. On finit avec un petit jeu.
C'est une réinterprétation de Où est Charlie? Oui, alors on connaît le célèbre livre pour enfants Où est Charlie? On cherche Charlie au milieu de la foule, les fameux Où est Charlie? Eh bien, pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie, un internaute a publié un montage sur le réseau social Reddit où c'est Barack Obama en personne qui nous indique où est Charlie. Il a tout simplement remarqué que le président américain, lors de ses discours de campagne, aime pointer du doigt. C'est une posture célèbre et donc un gros succès pour ces montages photos. 500 000 vues en même pas 2 jours. Alors il a recommencé avec le fameux geste de Bill Clinton, aussi très connu, le rond, et ça marche encore. Et regardez, vous pouvez voir exactement où est Charlie. Donc gros buzz actuellement sur internet. À noter que pour les fans de Virginie Khalifa et de Où est Charlie, une version Où est Virginie va bientôt sortir et vous pourrez tenter de la retrouver quelque part dans les boîtes de nuit de Tel Aviv. Pourquoi Ça va pas être facile, ça va pas être facile de la retrouver. Parce qu'on parle de boîte de nuit, mais Rudy est tous les soirs dehors, je tenais à le préciser. Hein. Et il rentre le matin. Ça y est, vous avez arrêté de vous chamailler, on peut continuer? Oui, Maman, on s'adore. Merci beaucoup. Merci Rudy. C'est fini. Restez avec nous. Et on part à présent à la rencontre d'une artiste israélienne. C'est une cantatrice, pas comme les autres. Attention, elle s'appelle Daniela Lugassi. Elle est langoureuse, blonde et elle mêle la pop au lyrisme. Son portrait, signé par les équipes de Culture Mag. Si Jésus, c'est le moment, pareil au moment, C'est l'histoire d'une femme qui a toujours voulu chanter. En grandissant à l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à chanter et mon professeur de chant m'a dit « Il y a quelque chose de lyrique dans ta voix. On devrait vérifier si tu peux chanter de l'opéra. » Il m'a donné une chanson et des arias et ça a été immédiat. Après des études de musique à l'université de Tel Aviv, Daniela Lugassi est repérée par le grand Zubin Mehta. C'est lui qui lui offre son premier rôle dans le très réputé orchestre philharmonique d'Israël. Mais en 2013, celle qui a joué dans Aïda, Le Barbier de Séville et La Flûte enchantée découvre un autre registre. Lana Del Rey, Coldplay, Dépêche Mode ou encore Sting. Je me suis dit, je suis une chanteuse d'opéra, mais j'adore cette musique. Et j'adore l'opéra, donc je pourrais faire les deux. Alors je me suis dit, pourquoi ne pourrais-je pas faire les deux en même temps et en faire quelque chose d'artistique. Mélanger opéra et musique pop. L'idée est lancée et Daniela Lugassi se lance dans sa nouvelle carrière et reprend le tube de Dépêche Mode, Enjoy the Silence. Quelques mois plus tard, elle enchaîne avec un autre tube, Fix You de Coldplay. But you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Une nouvelle Daniela Lugassi est née, plus provocante. Pose lascive, un peu trop sensuelle au goût de certains. 2 jours après la mise en ligne de sa vidéo sur YouTube, le site décide de le retirer au motif que celle-ci viole les règles de la plateforme interdisant les scènes de nudité. Suite à une campagne de soutien, YouTube revient sur sa décision, un buzz qui lui profite. Alors que celle-ci comptait 40 000 vues avant son retrait, ce chiffre est triplé en seulement 2 jours pour dépasser le million de vues aujourd'hui. Vous savez quoi? Ça m'a rendue folle. Je veux faire des clips encore plus provocants, parce que je pense qu'ils ne peuvent pas me dire quoi faire. Aujourd'hui, Daniela Lugassi revient sur les devants de la scène avec un premier album titré Crossover, composé uniquement de reprises. Un exemple, Video Games de Lana Del Rey. J'aime énormément cette chanson, mais j'aime sa version. Et j'ai réfléchi, comment puis-je la chanter différemment? Je suis une chanteuse d'opéra, donc c'est parfait. C'est comme si c'était écrit pour un opéra. Si Daniela Lugassi prête sa voix magnifique à des chansons de Bon Jovi, Lana Del Rey, etc., pour le moment, point de composition originale. Un jour, je voudrais écrire ma propre musique. C'est quelque chose dont je n'ai pas tellement l'habitude, mais je vais essayer. Reprises ou compositions originales, en attendant, le pari est réussi. Donner à l'opéra un sacré coup de frais. Alors
Alors, je vous ai vu scotchés aux écrans, tous les deux, ça vous plaît? Bon, on a arrêté de se chamailler pendant Non, le c'est sujet. complètement calmé. Non, mais c'est assez surprenant. frappant, c'est surprenant, et puis c'est parfois réussi, parfois un peu moins, ça dépend Ouais, des hein, morceaux. Vous n'aimiez pas trop la dernière chanson? La dernière chanson, non. Quelques reprises, oui. Et puis moi, j'aime bien le côté, de pouvoir mixer des genres de musique différents. Côté mashup. Bon, alors d'une blonde provocante à l'autre, Virginie, c'est une histoire assez particulière. En Corée du Sud, on trouve ces jours-ci une Anne Frank, blonde et sexy. Hein. C'est ça, on va De quoi rester, il s'agit? très blonde ce matin. Il s'agit en fait d'une nouvelle édition de la couverture du journal d'Anne Frank de Corée du Sud qui fait actuellement un buzz incroyable. Alors pourquoi? Parce qu'elle présente une jeune femme blonde aux yeux bleus et pour couronner le tout, elle est sexy. Vous le voyez sur cette image. Alors ce qui est assez étrange, c'est que cette couverture est sortie il y a quelques années, mais c'est seulement aujourd'hui qu'on le partage sur Internet. Alors au lieu de présenter la traditionnelle Anne Frank en noir et blanc lorsqu'elle avait 15 ans, encore une fois sur cette image vous pouvez la voir, on y retrouve cette femme blonde avec une chemise un peu trop ouverte, une photo qui serait en fait devenue aujourd'hui source de confusion. Alors je vous rappelle qu'Anne Frank est devenue célèbre grâce à son journal qu'elle a gardé pendant la période où elle se cachait des nazis. Elle se trouvait aux Pays-Bas, une histoire tragique qui a été lue dans le monde entier, y compris en Corée du Sud, donc on ne comprend pas vraiment quel est l'intérêt de cette photo. C'est faire vendre le livre, quoi, tout simplement. Ça va attirer l'œil. Alors on ne sait pas encore, et peut-être qu'ils ont voulu faire un peu de changement, ou alors ils avaient peut-être aussi envie de faire le buzz. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que sur Internet, ça crée la polémique. Alors mauvais goût ou juste une envie de faire le buzz autour de cette histoire, les graphistes et décisionnaires ne se sont pas encore exprimés, mais je suivrai cette enquête de très près, Barbara. Et puisqu'on parle de blonde, Virginie, on continue avec Lady Gaga et son dernier clip. Ça n'a rien à voir avec Anne Frank. Ça n'a rien à voir, mais on reste dans l'univers des blondes. L'attente a été longue, mais il est enfin là. Les fans de Lady Gaga sont ravis. La chanteuse a dévoilé samedi dernier dans la nuit le clip de son nouveau single intitulé Guy. Alors on a eu le droit à Girl de Pharrell. La vidéo ne dure pas 24 heures cette fois, mais 11 minutes et 46 secondes où elle réunit plusieurs de ses titres. Alors réponse de Lady Gaga, regardez. Lady Gaga est un oiseau. Alors, elle est un oiseau, elle ressuscite Jésus, Gandhi ou encore Michael Jackson. Ce clip est arrivé plus de 7 mois après celui d'Applause, et puis le premier titre du nouvel album de la chanteuse, qui avait un peu de retard à cause d'un des membres de son équipe. Donc on a dû attendre pour pouvoir la voir. Alors du coup, à cause de cette attente, elle a proposé à ses fans de réunir plusieurs titres dans le même clip. Alors pour pouvoir voir son titre Guy, il va falloir attendre 5 minutes lors de cette vidéo. Alors on le voit, c'est un peu dans le même style que Katy Perry. Elle réutilise des personnages de la Bible, un peu provoque, elle est dénudée, on y voit la mort, on y voit beaucoup de choses. Alors on la connaît, Lady Gaga, elle adore créer le buzz. Et puis là, on a la Lady Donatella Gaga, qui ressemble à Donatella Versace. Elle s'attaque aux choses sérieuses et entre eux, deux pas de danse. Elle s'amuse à créer le scandale, comme d'habitude. Voilà, donc pour son dernier clip, on continue en musique, un peu moins provoque que Lady Gaga. C'est un concert qui va avoir lieu bientôt en Israël. Et oui, là, on a parlé de femmes blondes, Rudy est content, mais maintenant, il faut parler de beaux gosses. C'est destiné aux femmes, ça va vous faire plaisir. L'annonce vient d'être faite. Hugh Laurie, notre célèbre Dr House, Barbara, il sera
en Israël Il le chante, 7 Dr. juillet House. prochain. Il chante et il chante très bien. Vous allez le voir dans un instant. Il sera en concert à l'amphithéâtre de Ranana. Alors musique blues, tango et sud-américaine. Voici son univers. On va se quitter avec lui pour finir. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous de votre fidélité au Morning. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien et on se quitte en musique. Well, I'm going to Louisiana, baby, behind the song. Well, I'm going to Louisiana, baby, behind the song. 'Cause I've just found out that my trouble's just begun. Well, I'm going to New Orleans, get me a mojo